l'application de justement tous ces résultats théoriques, fondamentaux, etc. au domaine de l'application. J'ai la chance justement de faire un peu ce que j'appelle la R&D en sciences cognitives. Et c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui en fait de l'application des sciences cognitives justement à tous vos projets. Dans l'après-midi, on aura l'occasion d'échanger, je passerai dans les différents groupes pour qu'on puisse discuter de votre projet et que je puisse vous faire un feedback sur « Ah oui, ça me fait penser à tel résultat, pensez-y, etc. etc. » L'idée là, c'est pas de vous faire un cours théorique, parce que bon, on a 10 minutes, quelque chose comme ça, donc là, c'est impossible de vous remplir la tête cognitivement parlant de tout ça. Donc voilà, on va rester à un niveau assez simple, vous expliquer ce que c'est, vous donner quelques résultats théoriques et vous montrer comment ça s'applique juste après pour un cas très particulier qui vous concerne tous, c'est la conception d'interface. Donc voilà, je me permets de commencer tout simplement par dire ce que ne sont pas les sciences cognitives. Donc, vous avez eu hier une explication, je pense, par un des intervenants qui était qui travaille sur la synesthésie, etc. Je sais pas, j'espère que je ne serai pas trop redondante avec ce qu'il a fait. Mais en tout cas, les sciences cognitives, c'est quelque chose de très large, c'est une science jeune, on a encore du mal à la catégoriser. Et pourtant, quand on tape, dans Google Actualité sciences cognitives, on tombe un peu sur ce genre de choses en fait. C'est cerveau, 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 cerveau et cerveau. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça. Dans les sciences cognitives, le cerveau c'est juste une partie un peu, celle qui fait un peu le plus rêver en fait, parce que c'est un organe, on peut le voir, l'IRM, c'est des technos qui sont impressionnantes, mais ce n'est pas que ça bien sûr. Et en fait ce qu'on fait aussi nous, c'est on fait en recherche en sciences cognitives, on s'est fait aussi plein d'autres choses, où en fait on met pas forcément les gens dans des IRM et ce genre de choses, et on leur fait passer des expériences en groupe, etc. Et par exemple, notamment une qui explique pourquoi on aime autant les cerveaux et pourquoi il y a autant d'articles sensationnalistes sur les cerveaux, c'est en fait à cause de l'effet cerveau. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quand on prend un texte qui est quand même moyennement convaincant et qu'on le présente à un groupe d'utilisateurs, qu'on leur demande d'évaluer, supposons qu'ils mettent une note de 4. Et quand on met ce même texte avec une image de cerveau, les notes elles explosent. Les gens trouvent ça vachement plus convaincant parce qu'il y a une photo de cerveau à côté, alors que c'est le même texte. Ce qui explique un peu pourquoi on est aussi fan de cerveau. Ça fait scientifique, c'est quelque chose qu'on voit, on voit les activations, ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on fait justement sans IRM par exemple. Et deuxième chose, donc première chose c'est que les sciences cognitives c'est pas que des neuroimageries, ce genre de choses. La deuxième chose c'est que c'est pas encore une science prescriptive, comme je dis, c'est une science jeune. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille beaucoup dans le cadre notamment d'une association Beyond Lab à qui j'ai honteusement piqué la charte graphique pour vous faire cette présentation. On travaille beaucoup avec des entrepreneurs, moi avec des enseignants aussi, et on me dit mais pourquoi vous les chercheurs vous n'écrivez pas des livres où il y a des recommandations toutes prêtes quand on veut par exemple concevoir une interface, faire un outil pédagogique? Et bien en fait, c'est parce qu'on est à un stade, une science très jeune, on fait des choses très fondamentales, où en fait on connaît des lois très générales, je vais vous en présenter quelques-unes après, et on n'a pas de suite une idée de la traduction précise sous forme d'un outil. Donc voilà, à l'heure actuelle, ça en est là, sciences cognitives, pas que du cerveau. Deuxième chose, pour l'instant, des grandes lignes très génériques qui ont encore besoin d'être appliquées au cas par cas. Fin de l'introduction, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Que sont les sciences cognitives en laboratoire? Parce qu'évidemment, il y a tout le pan philosophique, modélisation computationnelle, intelligence artificielle, etc. Mais quand on est en France, le label laboratoire de sciences cognitives, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les grandes fonctions du raisonnement humain. On va en balayer 3 ensemble aujourd'hui, la perception, l'attention, la mémoire, mais il y a aussi plein d'autres choses, la cognition sociale. En fait, j'ai un peu parlé avec certains d'entre vous de quand on est dans une très grande pièce, comment on marche, comment on se place par rapport aux autres, etc., la distance en fonction qu'on met entre nous, etc. C'est des choses qui sont étudiées par les sciences cognitives. Aussi l'influence de nos préjugés, il y a vraiment énormément de choses à ce niveau-là. Et aussi les sciences du langage, quoi je pourrais penser encore l'apprentissage moteur, c'est quelque chose de tout ce que vous pouvez imaginer sur l'humain, on l'étudie en laboratoire. Et voilà, donc là je propose de commencer, on rentre de suite dans le vif du sujet, on va pas rester dans les trucs très théoriques. On va commencer par la perception. Première grande fonction qui est très étudiée par les sciences cognitives, c'est la perception. Définition très générique qui ne vous servira pas à grand chose puisque je pense qu'elle correspond déjà à ce à quoi vous attendiez. La perception, ça permet en fait de prendre des informations sur notre environnement, que ce soit avec notre vue, notre ouïe, notre odorat, etc., etc. Ce genre de choses. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas l'information rentre dans mes yeux bruts et hop après ça
ça permet de suite de nous faire une représentation. Non. Il y a plein d'effets qui se croisent. On va en voir quelques-uns en ce moment. Donc quand je disais que la perception n'est pas à sens unique, eh ben, quand vous voyez là, vous voyez l'image, quand vous voyez votre environnement, vous avez l'impression que sur les côtés, l'image est en couleur. En fait, non, l'image n'est pas en couleur, parce que dans votre rétine, vous n'avez pas ce qu'on appelle les cônes, c'est les petites cellules photosensibles en fait, qui répondent à certaines fréquences de la lumière, en fait, qui permet au cerveau de savoir qu'il y a des couleurs. Donc en fait, théoriquement, si vous fixez un point et que sur les côtés, la couleur change, tout doucement, vous ne vous en rendez pas compte. Et pourtant, vous avez l'impression en permanence, quand voilà, vous regardez la scène, qu'il y a toujours des couleurs. Parce qu'en fait, votre cerveau fait une interprétation, ce qu'on appelle les effets un peu top-down. En fait, il reconstruit à partir du signal d'information et il vous redonne une image en couleur. Alors qu'en fait, non, ça n'existe pas. Donc ça, vous allez voir, ce genre d'information, ça a un lien direct voilà, dans la conception d'interface, que ce soit pour des pilotes, pour une interface web, pour n'importe quoi. Ça, par exemple, vous allez voir, c'est crucial de prendre en compte le fait qu'on soit aveugle aux couleurs dans la réalité. La perception, deuxième chose sur la perception, elle dépend de nos expériences passées. Donc là, on entend souvent des gens, alors, je cautionne pas forcément ça, mais voilà, on ne le voit pas très bien sur la résolution de cette présentation, mais en fait, c'est que des Asiatiques, et en fait, on entend souvent dire, des Européens qui disent, ah ouais, les Asiatiques, c'est tous les mêmes, etc. etc. Et bien en fait, ça c'est un nom en sciences cognitives, ça s'appelle The Other Race Effect. En fait, on reconnaît mieux les gens qui appartiennent à la même ethnie que soi. En fait, c'est pas parce qu'on a des préférences, etc. C'est parce qu'en fait, quand on est petit, c'est ce qu'on a le plus vu et c'est ce qu'on a le plus appris à reconnaître. Typiquement, vous êtes bien plus capable de différencier deux caucasiens et de reconnaître un caucasien dans une série de visages, en fait, et moins les asiatiques. Et ben pour les asiatiques, c'est l'inverse. Voilà, ils sont capables de reconnaître plus facilement deux asiatiques et voilà, que deux caucasiens. Pourtant, quand les enfants sont bébés, ils sont capables en fait de tout reconnaître. C'est vraiment quelque chose qui dépend, quand je vous dis que ça dépend de nos apprentissages passés, c'est que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment par apprentissage, c'est à force de voir les mêmes stimuli en fait, notre cerveau s'adapte, je reparle de cerveau, c'est pas bien, on s'adapte à ces stimuli qu'on voit, ça nous nourrit un petit peu, et en fait, du coup, on est plus performant sur ce qu'on a le plus vu. Donc voilà, c'est pas quelque chose la perception, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas juste un capteur, et voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de liens, comme je disais, de reconstruction qu'on fait, comme vous avez vu pour les couleurs en live, et des reconstructions qu'on fait à partir de nos expériences passées. Donc là, plein d'implications pour le machine learning, la modélisation, etc. Troisième chose, la perception, actuellement, c'est une fusion de plusieurs informations. Là, je vous ai mis le visage de ce beau monsieur qui en fait est un chercheur. Et en fait, pour vous parler d'un truc qui s'appelle l'effet McGurk, si ça va vite, n'hésitez pas à m'interrompre, à me le dire, et je me rends compte que je bombarde ma présentation, mais n'hésitez pas à me ralentir si vous n'avez pas compris un truc ou quoi. En fait, voilà, on a l'impression que en fait, chaque canal sensoriel, donc que les informations qui nous viennent de notre vision, qui nous viennent de notre ouïe, on les analyse indépendamment. En fait, ça, c'est pas du tout vrai. C'est une fusion. En fait, on a une représentation, je dirais, unique. Là, il ne faut pas que des chercheurs m'entendent, sinon ils me taperaient un peu dessus, mais on a une représentation de la situation qu'on se construit en fusionnant plusieurs choses. Et l'effet McGurk, en fait, c'est une vidéo où vous voyez donc, ce mec qui, vous avez l'impression, donc il y a le son et l'image en même temps, vous avez l'impression qu'il répète la syllabe da, qui fait da, 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 da. Mais en fait, c'est pas vrai, il dit pas du tout ça. Pourtant, vous en avez l'impression. Quand vous enlevez la vidéo, vous vous rendez compte qu'en fait, il fait bas, que le son fait bas, 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 bas. Et quand vous enlevez le son et que vous regardez que la vidéo, vous avez l'impression qu'il fait ga. Et pourtant, le cerveau, vu qu'il y a un conflit entre l'image, le fait que voilà, le mec fasse ga, enfin mime avec sa bouche le ga, et qu'en fait le son qu'on a rajouté en bricolant la vidéo dessus soit un autre syllabe, et ben en fait le cerveau lève l'ambiguïté en prenant un entre-deux, puisqu'en fait non, ga, ba, da c'est entre les deux en fait au niveau acoustique, donc désambigu. Vous voyez, c'est un peu compliqué à refaire en live, donc il lève l'ambiguïté en tapant au milieu, quoi. Il dit bon voilà, il y a une information de ce pôle, une information de l'autre pôle, du coup je tape la moyenne, c'est ça, donc il dit forcément ça. Donc là, je vous invite à la regarder, pas maintenant parce que ça va faire un bruit de fou, mais je vous invite à la regarder après, c'est vraiment impressionnant. Fin pour la perception. Je vous ai montré, voilà, je ne suis pas rentrée dans des considérations théoriques très larges, je vous ai montré quelques petits résultats théoriques. On va voir après comment ça s'applique. Passons maintenant à ce qu'on appelle l'attention. Alors l'attention, même pour les chercheurs, c'est un concept super fou. Il y a des gens qui disent que c'est... Enfin,
Ça peut être vu sous le biais de la concentration, en fait l'attention peut être perceptive, voilà comment on répartit son attention, quand on attire son attention sur un point en particulier. Enfin voilà, c'est vraiment le gros flou. Je propose une définition très générique. C'est l'attention est une ressource, imaginez une quantité que vous avez dans votre tête, en fait qui permet d'améliorer un processus cognitif. Voilà, c'est bien que c'est super large, pas très clair du tout. Mais voilà, imaginez que vous avez une quantité disponible dans votre tête, que vous êtes capable de distribuer en fonction des tâches, en fonction des informations, et plus vous en mettez, plus ce processus est amélioré. Donc pour vous redire que c'est différent de la concentration, là c'est 2 vidéos qui sont hyper, vraiment impressionnantes, qui expliquent plein de choses au niveau aussi de la magie, des tours de magie, des choses comme ça, pourquoi on se fait avoir systématiquement. Donc on aura beau se concentrer parfois sur une situation en particulier, donc par exemple, je prends surtout la vidéo de droite, la vidéo de droite où en fait c'est une publicité qui a été faite par la sécurité routière anglaise, où en fait c'est une enquête policière alors qui dure 30 secondes, etc. Et en fait on est super concentré, on regarde vraiment, on vous dit de regarder cette vidéo en étant très concentré, donc vous êtes très concentré. Et à la fin en fait on vous dit... Donc on voit le déroulement, on passe les différents suspects, il y a l'inspecteur qui dit oui c'est machin chouette, etc. Et donc on est passionné par ce que disent les sujets, etc. Et on se rend pas compte que sur ces 30 secondes, il y a eu 21 changements dans la vidéo. Il y a eu l'ours qui est devenu une armure, la femme qui tenait une casserole, qui tient un balai, enfin plein de trucs. Parce qu'en fait on était super concentrés, mais notre attention, elle était orientée vers ce que le mec disait, et pas forcément vers ce qu'on voyait dans l'environnement. Actuellement, j'ose espérer, vous portez votre attention vers moi, et pas vers dehors. Dehors, s'il se passait un truc incroyable, vous mettriez beaucoup de temps, le temps d'enlever la ressource que vous avez mise sur moi et de la mettre dehors, vous mettriez beaucoup de temps à détecter qu'il se passe quelque chose dehors. Donc voilà, tout ça pour dire que attention, concentration, c'est des choses qui ne sont pas forcément pareilles. Deuxième chose, alors ça c'est un préjugé qu'on croit beaucoup justement au niveau de l'attention, etc. On lit pas mal de choses sur apprenez à devenir multitasker, etc. Les digital natives sont super bons pour faire des multitâches, etc. Et bien en fait c'est faux, on n'est pas du tout bon pour faire des multitâches, mais alors vraiment très mauvais. En fait ce qu'on fait vraisemblablement, c'est qu'on passe plutôt très rapidement d'une tâche à une autre, et en fait de faire ce switch, c'est vraiment coûteux pour l'organisme, c'est coûteux pour le cerveau de enlever les ressources attentionnelles pour les remettre ailleurs. À chaque fois c'est un effort, et c'est pour ça que voilà, quand on est au téléphone en voiture, faut pas se croire le super fort de service, parce qu'en fait on n'est pas tant que ça, et ça c'est invariable, c'est incompressible. Et pour revenir sur juste le côté des digital natives, parce que ça c'est une étude qui est assez marrante. Je sais pas, est-ce qu'il y a des joueurs de jeux vidéo dans la salle? Si oui, levez la main, bien sûr. Eh bien, vous serez très content d'apprendre que le jeu vidéo, c'est très bien pour... je ne vais pas dévoiler tous les effets de l'étude, mais voilà. Il y a une étude qui a étudié, donc il y avait 3 groupes de sujets. Des gens qui faisaient des jeux vidéo, des gens qui étaient, ce qu'ils appelaient les web multitaskers, en fait, ceux qui ont genre typiquement 25 onglets ouverts sur leur navigateur Chrome, qui en plus ont une vidéo qui passe, en plus ont du son, en plus ont Facebook, machin, voilà, ce genre de choses. Les web multitaskers. Et le 3e groupe, c'était un groupe qui n'était pas trop familier des pratiques numériques. Et en fait, on a évalué leur attention. Et voilà, les préjugés, c'est que les digital natives, ils sont super forts en attention, que les joueurs de jeux vidéo, ils sont pourris, etc. Et l'entre-deux, c'est ceux qui font rien, c'est le contrôle, quoi, on va dire. Et bien en fait, c'est tout l'inverse. Les joueurs de jeux vidéo, ils sont super forts au niveau attentionnel, ils sont capables de, quand il y a plusieurs cibles qui se déplacent, ils sont capables de faire attention à un très grand nombre de cibles, ils sont capables de se concentrer sur des tâches très monotones, très routinières, ils sont capables de, toujours vite remobiliser leur attention sur des nouvelles choses, alors que les multitaskers, ils sont très mauvais. Les web multitaskers sont très mauvais, mais bien en dessous de la moyenne. Donc voilà, questionnez-vous sur vos pratiques numériques, les sciences cognitives veillent à ce niveau-là. Si vous avez des questions, là je le redis, n'hésitez pas, parce que je me rends compte en parlant que je vais vraiment très vite, notamment sur ces grosses études, donc voilà. Donc 3e chose sur l'attention, c'est que l'attention, je vous ai dit, surtout parler de quand c'est le sujet, c'est la personne qui dit je choisis de faire attention à Zoltana Meyer qui parle au milieu de la salle, mais en fait il y a aussi un autre type de moyen de contrôler l'attention, c'est des objets qui sont assez particuliers, qui par exemple ont un fort contraste, ou alors qui vont clignoter, ou alors qui vont être en mouvement, etc. Ça naturellement, ça vient attraper notre attention et nous détourner. Ça, ce genre de choses, je vais y revenir plus en détail après quand on parlera de la conception d'interface, mais ça, encore une fois, c'est capital dans quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, comment vous présentez vos informations à vos utilisateurs, c'est hyper important. Mémoire.
Dernière grande fonction, alors voilà, j'ai même pas mis de définition, là c'est voilà, donc mémoire. Qu'est-ce que c'est? Bon, je n'ai pas mis de définition parce que je pense que tout le monde a une petite idée, c'est voilà, la capacité à maintenir son information en mémoire, hein, voilà, que ce soit à court terme ou à long terme. Et le premier fait, c'est que voilà, tout le monde s'en est rendu compte, on est capable de mémoriser qu'un fait très limité d'objets. Donc il y a une grande loi en sciences cognitives qui a été établie qui dit que c'est à peu près, en fonction des gens bien sûr, 7 objets qu'on est capable de mémoriser, genre 7 chiffres ou 7 noms d'objets, ou etc. Et plus ou moins évidemment ça varie en fonction des gens, etc. etc. Donc voilà, là encore une fois, quel que soit le système que vous aviez prévu, là c'est aussi hyper important que quand votre utilisateur va utiliser votre système, et ben que justement, vu qu'il a une capacité assez limitée à mémoriser des choses, et ben que voilà, vous l'aidiez, soit vous preniez en charge ce processus qu'il doit faire, soit voilà, vous lui mettiez un maximum d'informations en live en permanence. Deuxième chose, 7, oui, mais 7, vous remarquez qu'on peut l'augmenter. Quand vous mémorisez un numéro de téléphone, vous mémorisez 10 chiffres. C'est bien au-delà de 7, c'est pas parce que vous êtes super fort. C'est qu'en fait, ce qu'on dit, quand on dit un objet en mémoire, en fait, son objet a une taille différente. C'est pour ça que dans les compétitions de mémoire, il y a des gens qui peuvent retenir un nombre incalculable de décimales de pi, parce qu'ils ont réussi à empacter, à packager un grand nombre de chiffres ensemble. Et donc, du coup, comme ça, ils sont capables de contourner un peu cette limite de 7, plus ou moins 2, évidemment, c'est pas une limite écrite dans le marbre. Donc, ils sont pas capables de contourner, en fait, cette limite-là. Et c'est pareil pour, par exemple, les joueurs d'échecs. Pour nous, quand on est débutant en partie d'échecs, chaque pièce a du sens. Chaque pièce va être une information, correspond à une représentation, un schéma mental, on va dire. Je ne suis pas très précise au niveau du vocabulaire, mais bon, voilà, vous comprenez. Va compter pour 1. Alors qu'en fait, pour un maître en échec, donc quelqu'un qui accumule 10 000 heures de parties d'échecs derrière lui, c'est tout l'échiquier qui compte pour 1. Alors que pourtant, il y a plein de sous-trucs, mais en fait, avec l'apprentissage, on est capable, encore une fois, de contourner cette limite mnésique. Et je crois que oui. Et voilà. Donc ça, c'est pour les grands faits théoriques. Je vous ai dit, voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous ai balancé plein de résultats théoriques, etc., pour que vous ayez une idée de ce dont on peut discuter après, justement, cet après-midi, autour de vos projets. Et maintenant, on va voir justement pour quel type d'application. Donc là, j'ai choisi la conception d'interface parce que c'est ce que je maîtrise le mieux du fait de ma formation. Avant, j'étais ingénieur spécialisé dans ce qui était UX design, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Et perception d'attention, c'est aussi mon sujet de thèse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc, dans la conception d'interface, donc là, je pense que j'apprends ça à personne, c'est au sens très large. Ça va de l'interface web à une poignée de porte, à voilà, tout ce qui est entre l'humain et une machine, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Donc je vous avais dit que, oui, non, c'est pas perception, c'est attention. Je vous avais dit que en fait, l'attention, elle est captée en fait par certaines choses, en particulier, elle peut être captée par certains objets, et notamment quelque chose qui s'appelle les forts contrastes de luminance. Donc ça, c'est une valeur, ça vous regarderez sur Wikipédia comment ça se calcule. Et ça, c'est quelque chose, quand on montre un sujet, une image, son regard va en premier être capté par les trucs à fort contraste de luminance. Genre quelque chose qui a un fort contraste de luminance, c'est par exemple du vert fluo sur du marron foncé. Donc du coup, quand on part dans des trucs de design, et vert sur marron foncé, c'est pas très élégant, mais quand on part sur des trucs de design, etc., on pense beaucoup aux choses esthétiques. Et en fait, voilà, pour mettre en valeur certaines informations, si justement sur des informations prioritaires pour votre sujet, vous mettez un contraste de luminance tout pourri et qu'à côté, sur voilà, le petit truc joli qui est juste un petit vernis cosmétique à côté, vous mettez un fort contraste de luminance, c'est pas forcément... Ça va être plus coûteux pour lui d'analyser ça que si vous avez plutôt blindé, que si vous avez plutôt fait l'inverse, que vous aviez blindé le contraste de luminance sur l'information prioritaire. Mais alors là, j'ai tout mélangé au niveau des petits intitulés. C'est pas attention, c'est mémoire. Donc, comme je disais, on ne peut pas retenir un nombre infini d'items en mémoire. Mais alors, voilà, je vous avais dit 7. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait certains sites marchands très mal conçus. Quand on veut regarder le prix au kilo, ça fait très ménagère de parler de ça. Mais voilà, quand vous regardez le prix au kilo et comparé, mais il y a certains sites qui le mettent pas. On est obligé de cliquer sur le produit, d'aller regarder tout en bas le prix au kilo, de le garder en mémoire pour le comparer avec tous les autres trucs sur la mosaïque. Enfin, c'est vraiment hyper coûteux. Donc on est obligé de l'écrire à côté, c'est affreux. Et ben quand une question? C'est pas mal fait, c'est fait exprès. Oui, je pense, évidemment, mais justement, je me doute bien.
que justement pour que tu oublies, que tu prennes un peu le moins cher, le plus cher, pardon. Ils n'ont pas intérêt à ce que... c'est comme... je sais plus quand est-ce que je voulais en parler, c'est comme Cdiscount. Et Cdiscount ou Apple, ils n'ont pas le même objectif, donc ils n'ont pas du tout le même design en fait. Cdiscount, ça fait vraiment ça fait un peu la foire fouille quoi. Quand on voit le truc, on se dit mais attends, avec tous les moyens qu'a Cdiscount, comment il peut avoir des sites aussi pourris? En fait, c'est fait exprès pour reprendre les codes du discount, etc. Alors qu'Apple, voilà, pas du tout sur la même truc, effectivement. Donc oui, donc pour les histoires de nombre limité d'items, donc voilà sur les sites marchands par exemple, si votre but justement c'est que c'est vraiment d'offrir à vos clients le moins cher possible, rêvons, et bien justement il faut prendre en charge, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre en charge ce calcul pour lui, soit intégrer un comparateur qu'ils font très bien, soit intégrer un comparateur de prix immédiatement dans le truc, soit carrément mettre en permanence, dès la mosaïque, le prix au kilo par exemple. Voilà, quelque chose de très pragmatique et concret. Et merde, mais attends, il y a un problème là. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes slides. Bon, bah alors perception. On revient là, je vais faire un peu de tête sur la perception qui devait normalement initialement arriver en premier. Quand je vous ai dit qu'on était aveugle aux couleurs sur les côtés, bah en fait ça dans les systèmes justement un peu où vous voulez faire apparaître des informations critiques. Bah, si par exemple, je sais pas, vous êtes en train de quelqu'un qui manipule, voilà, qui est dans les milieux hostiles, qui dirige des robots dans les milieux hostiles, et que voilà, il y a une information super importante comme radiation maximale, et que en fait ça se traduit par un petit changement de couleur en haut à droite, bah là, si la personne est focalisée sur le pilotage du robot, mais alors là, la notification en haut à droite, vous la verrez pas. D'ailleurs, je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais sur certains, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent Medium, mais Medium, on ne voit jamais les notifications. En fait, c'est la cloche, les couleurs s'inversent. En fait, elle était verte sur fond blanc. Et bah, du coup, ça devient un petit 1 blanc sur fond vert. Mais on s'en rend pas compte. On s'en rend compte uniquement si on se dit est-ce que j'ai des notifications et qu'on va regarder le truc exprès. Coup de chance, dans Medium, le fait que quelqu'un ait aimé votre article, c'est pas crucial pour votre navigation. Mais voilà, pensez-y. Quand ce genre de choses devient important, il ne faut pas que ça se traduise juste par un changement de couleur. Un exemple de ce qui est très bien, justement pour compenser la nature est bien faite. On n'a pas beaucoup de cônes en fait sur la périphérie de la rétine, mais au niveau bâtonnet, on est bien plus équipé. Et bâtonnet, c'est tout ce qui est variation d'intensité de lumière, en faisant un peu un raccourci. Et ça, par exemple, typiquement, ça fait qu'à la périphérie, on est super bon pour détecter les mouvements, quand il y a des mouvements, ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez mettre en place une notification d'alerte, donc voilà, ça va être sur les côtés, etc. Bon, alors là, je crois que ma présentation part en live total, il n'y a pas la fin, donc je vais faire une petite improvisation. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la conception d'interface. Mais voilà, par exemple, pour donner quelque chose que je maîtrise aussi bien, je ne maîtrise pas tout du tout. Hein. Il y a plein de gens qui me posent parfois des questions sur « Eh oui, mais les enfants autistes, etc. » Mais alors ça, par exemple, je ne connais rien. C'est comme en chimie, on n'est pas bon partout, quoi. Et ben voilà, donc perception, ce que je maîtrise bien. Sachez ce que vous pouvez un peu me demander, etc. cet après-midi. Perception, attention, je maîtrise bien. Et l'éducation. Je travaille justement, ce que je fais en fait durant ma thèse, c'est que je travaille sur le jeu vidéo d'action et la lecture. On se pose plein de questions sur l'attention, enfin c'est pas on se pose plein de questions, c'est le cœur en fait, c'est l'attention, etc. Et il y a plein d'autres choses que je sais en fait au niveau par exemple du séquençage de l'apprentissage dans le temps. Comment séquencer un apprentissage, les différentes phases, etc. pour que ce soit efficace, pour qu'on puisse apprendre mieux. Comment espacer ces tests, à quelle fréquence faut-il les faire, ce genre de choses. Faut-il, par exemple, un gros préjugé que les sciences cognitives ont levé, c'est par exemple, quand on fait de la pratique sportive, vous avez l'impression, par exemple, si vous apprenez le tennis, vous avez l'impression que c'est super efficace de faire des coups droits, des coups droits, des coups droits, des coups droits, et puis des revers, des revers, des revers, des revers. Et bien en fait, c'est vrai que dans 30 secondes après la fin de l'entraînement, c'est mieux. Mais au long terme, pour les fois suivantes et les fois encore suivantes, et ben c'est bien mieux, bien plus efficace d'alterner les deux. Parce qu'en fait, ce qui permet d'ancrer les choses en mémoire, c'est plus c'est difficile, plus je ressors le cerveau que j'ai dégommé au début, mais plus c'est difficile, plus ça va faire une trace forte. C'est une métaphore, c'est pas vrai. Plus ça va faire une grosse trace en mémoire et plus ça va être facile de la remobiliser derrière. Donc voilà. Je vous ai donné des choses très génériques appliquées en pratique, par exemple justement pour l'histoire de varier la pratique. Ça implique que vous ne fassiez pas travailler dans les trucs de micro-learning. Par exemple, il y a des gens qui font beaucoup dans la récurrence des quiz. Par exemple, je pense à un truc en histoire où en fait, si on va vous demander le sacre de Charlemagne, le sacre de Charlemagne, le sacre de Charlemagne, hop, on va passer à autre chose, bataille de Marion, etc., etc. Et en fait, non, il faut tout le temps varier. Il y a des applications pratiques comme ça qui peuvent vous être utiles.
Donc voilà, j'ai fini ma présentation peut-être un peu plus longue que prévu, qui était quand même, maintenant je me rends compte, peut-être un petit peu dense. Et donc si vous avez des questions sur l'énorme monolithe que je viens de faire, n'hésitez pas. Oui.